Musk s'est-il moqué du monde en présentant ses robots Optimus la semaine dernière ? Les machines étaient en partie télécommandées, ce qui provoque une polémique. On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec mon confrère Bruno Guglielminetti. L'actu de la semaine, c'est aussi un nouvel iPad, ChatGPT qui arrive sous forme d'appli sur Windows, Perplexity qui arrive sur Mac et aussi qui est attaqué par le New York Times. Les interviews de la semaine, je reçois le PDG de HP France pour parler des PCIA, cette nouvelle génération d'ordinateurs taillés pour l'intelligence artificielle. On ira aux États-Unis découvrir les nouveautés de Zoom, la plateforme de visioconférence, star des familles, au moment du confinement. Enfin, on va s'intéresser à l'IA au service de l'enseignement avec la start-up Knowledge. Voilà, bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 19 octobre 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde Numérique, l'hebdo. Un épisode un peu particulier car vous l'avez peut-être remarqué, ce n'est pas vraiment moi qui vous parle, c'est ma voix clonée par intelligence artificielle. Et oui, cette semaine, problème. J'ai une énorme extinction de voix. J'avais donc deux options pour cette émission, soit ne rien faire du tout, soit m'en remettre à la technologie. J'ai donc opté pour la deuxième option. C'est une sorte d'expérience radiophonique. Je sais que vous ne trouverez pas ça forcément idéal, mais c'était ça ou rien. C'est intéressant malgré tout, car je me suis toujours demandé comment je ferais pour continuer à travailler si j'étais privé de ma voix. Heureusement, l'intelligence artificielle permet de répondre à cette question. Alors, c'est vrai, ce n'est pas encore parfait. Cette voix manque de sourire et d'empathie. Ce n'est pas facile à faire non plus. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, car l'IA se met à bugger. Je vous proposerai d'ailleurs dans un autre épisode un petit bêtisier. Vous verrez à quel point c'est savoureux. En tout cas, on va essayer de sauver les meubles cette semaine. Avant de commencer, quelques remerciements d'abord à Jean-Michel et Olivier pour leurs dons. Je rappelle que vous pouvez soutenir financièrement Monde Numérique si vous appréciez ce podcast en cliquant sur le lien disponible en haut de la page d'accueil du site Monde Numérique Info. Et merci également à Silbe, Tom34230 et Phil Magnifique pour leurs commentaires sur Apple Podcast, Spotify et Podcast Addict. L'actu de la semaine. Comme je n'ai plus de voix pour l'actu, on va convoquer à nouveau Nicolas, le journaliste virtuel de Monde Numérique. Et on commence par une série de news en matière d'intelligence artificielle qui sont tombées cette semaine. ChatGPT arrive sur Windows. La société OpenAI vient de lancer une application qui permet d'accéder au célèbre chatbot sans passer par le web. ChatGPT est déjà disponible sous forme d'application sur Mac. À noter que cette appli Windows est réservée aux abonnés payants de ChatGPT. Elle vient donc concurrencer Copilot de Microsoft très présent sur Windows. Perplexity, de son côté, arrivera bientôt sur Mac. Une application sera disponible à partir du 24 octobre pour les utilisateurs de macOS. Pas de version Windows prévue pour l'instant. Perplexity est ce chatbot d'intelligence artificielle, concurrent à la fois de ChatGPT et de Google, qui indique systématiquement ses sources d'informations dans ses réponses. Problème, justement, à propos de Perplexity. Le New York Times l'accuse de piller ses contenus. Le groupe de presse américain demande à la start-up de cesser immédiatement d'utiliser ses articles sans autorisation pour alimenter ses modèles. La société Adobe a dévoilé Firefly Video, une nouvelle intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos à partir de prompts textuels ou visuels. Firefly Video est disponible via le web et à partir du logiciel de montage vidéo Premiere Pro. OpenAI et Meta ont également annoncé des IA génératives vidéo, mais celles-ci ne sont pas encore disponibles. Et on termine par un détecteur de deepfake vocal. Alors que les arnaques avec de fausses voix générées par intelligence artificielle commencent à apparaître, une extension pour Chrome baptisée Deepfake Voice Detector permet de les repérer. L'appli est capable d'analyser un extrait sonore et d'indiquer un score d'authenticité. C'est une bonne nouvelle, mais en pratique, ce ne serait pas très fiable.
Merci Nicolas. Et si ce détecteur de deepfake fonctionne vraiment, eh bien il devrait être capable de dire que c'est une voix synthétique qui vous parle cette semaine. Allez, encore quelques news. Apple a dévoilé par surprise et un peu en catimini, via un simple communiqué, la sortie de son nouvel iPad mini. Il sera équipé de la puce A17 Pro, offrant une compatibilité avec Apple Intelligence, un stockage doublé à partir de 128 Go, pouvant aller jusqu'à 512 Go, une compatibilité avec le nouveau Pencil Pro et un prix sans changement à partir d'environ 600 €. On attend pour la fin de l'année des annonces Apple en matière d'ordinateur avec les nouveaux MacBook M4. Encore une décision d'Elon Musk qui fait polémique. Cela concerne le réseau social X. Désormais, le fait de bloquer un utilisateur qui insulte, qui harcèle ou simplement qui déplaît ne l'empêchera pas de voir nos messages. Il ne pourra plus interagir, mais il pourra voir ce que l'on publie. X justifie cette décision par le fait que le blocage serait utilisé pour cacher des informations blessantes sur les personnes bloquées. Des associations craignent, au contraire, que cela n'encourage le harcèlement. Enfin, une info insolite, mais instructive. Les jeunes seraient plus réceptifs aux consignes en matière de cybersécurité que les plus âgés. Selon une étude de la société américaine Splunk LLC, les jeunes générations, en particulier la génération Z, estiment à 58% bien connaître les mesures de sécurité de leur entreprise. Ce chiffre diminue à 46% chez les millénials, donc la génération d'avant et tombe encore plus bas à 41% pour les baby boomers et la génération X. Voilà, il est temps maintenant de traverser l'Atlantique pour retrouver Bruno Guglielminetti. Et vous allez entendre ma vraie voix. Vous allez voir que ce n'est pas franchement la joie. Le débrief transatlantique. Alors voilà, comme d'habitude, on est rendu en France. On va rejoindre Jérôme Colombin, mais je vous préviens, vous allez voir, Jérôme Colombin a décidé de changer sa voix. C'est pas une voix de synthèse, c'est sa voix. Et puis on va lui dire bonjour. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno, mais c'est pas gentil de me dire ça. Non, mais fallait. Oh Non, mais il n'y a pas pire. Je comprends Oh tout là à là. fait la situation dans laquelle tu es. D'ailleurs, tu es en train de me donner ton extraction de voix. Non, mais c'est Il n'y a fini, pas j'ai plus pire de pour voix. Là. quelqu'un qui fait. J'avais il y a Bon, 10 c'est ça. minutes encore, j'ai cru qu'on pouvait enregistrer. Là, il n'y a plus rien. Je pense que c'est même impoli vis-à-vis des auditeurs, tu vois. Non, ça montre l'affection que tu leur portes et l'importance que tu leur accordes en disant je fais quand même. Tu sais, c'est comme dans les films où le héros à la fin est ensanglanté, mais va encore se battre. Ouais, C'est là où t'es c'est un rendu. peu ça. Ouais. Ouais. Si tu veux, Ouais. Puis je veux juste je peux essayer de t'expliquer. te Non, parler je par l'ai pas. intelligence artificielle, non Peut-être. Non. Non. Ça, garde ça pour ton podcast. Ouais, ok. Mais non, c'est ça, mais je veux quand même le dire que, je te remercie d'être tout de même au rendez-vous parce qu'il n'y a pas pire situation pour un animateur, que ce soit de podcast ou à la radio, de perdre la voix. C'est le seul instrument Mais qu'on a. c'est exactement comme, je sais pas quoi, c'est un coureur qui a plus de jambes, c'est voilà, c'est Ouais, des choses comme ça. Ou un pilote de F1 qui n'a plus de F1. Ouais, ou qui a, je sais pas quoi, ou qui voit plus. Enfin bon, bref. Wow. Ouais. Mais tout ça ne t'empêchera pas de faire une balado, mais on en reparlera un petit peu plus Ouais, tard. j'espère, parce qu'au moment où on se parle, j'ai pas encore enregistré mon numérique. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je te fais confiance avec ta voix de synthèse. Tu pourrais nous présenter quelque chose. Ça serait une émission expérimentale. Mais donc, ouais, je voulais te parler cette semaine parce que tu as vu comme moi le lancement d'Elon Musk. C'était la semaine dernière, mais ça a fait parler pendant tout le début de la semaine avec ces fameux Optimus, ces robots. Et là, la grande question, c'était, au début, c'était, oh, wow, mais c'est merveilleux, ces robots fonctionnent. Puis finalement, on s'est rendu compte que ils étaient pas mal assistés par des humains. Oui, que c'est pas tout à fait des robots, quoi. C'est des, c'est des machines télécommandées, en fait. Et on l'avait subodoré au début, et là, on en est quasiment sûr. Maintenant, dans quelle proportion c'était télécommandé? Est-ce qu'on le sait?
Ben, ce qu'on sait en tout cas, c'est que, ben, évidemment, bon, la marche d'entrée qu'ils ont fait, la procession, qu'ils ont fait, la parade, ça, ils l'ont fait, hein. Il y a pas d'humain qui était derrière eux en train de les pousser pour avancer. Sauf qu'une fois que ça a été fait, là, eh ben, il y en a qui sont rentrés derrière des tables pour, des comptoirs pour servir à boire et s'entretenir avec les gens. Il y a des robots qui étaient dans l'assistante pour s'entretenir avec les gens, puis il y avait les robots qui faisaient les chorégraphies. En tout cas, entre les branches, les robots qui faisaient les chorégraphies, ils ont appris à danser tout seuls. D'ailleurs, ça ressemblait à Ouais. c'était un mélange entre la danse d'Elon Musk ou celle de Donald Trump. C'était un peu particulier. Donc, eux, ils fonctionnaient tout seuls. Où on a eu de l'assistance humaine, c'était dans les robots, les Optimus, qui avaient des conversations dans la foule, parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y en a pas un qui a la même voix. Alors, oups, petit problème. Mmh. Ça, c'est une chose. Mais l'autre Ne parle affaire, pas de voix, c'est... s'il te plaît. Non, je suis désolé. C'est un sujet délicat Ouais. aujourd'hui. Mais donc, où on a vu qu'il y avait vraiment de l'assistance à la machine et pas de l'assistance machine, c'était l'Optimus devenu barman. Et là, c'est amusant parce que moi, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un vidéo de démonstration de Tesla il y a quelque temps que ça avait été publié et où on voit la personne qui est en train d'entraîner le robot. Alors, on voit le robot d'un côté et on voit le technicien de l'autre côté et qui répète des gestes pour donner à boire à quelqu'un. Exactement les mêmes gestes qui ont été faits, puis on voit qu'ils sont connectés en temps réel, ensemble, et que le robot répond au même commandement. Et donc, bon, ben ça, c'était pour l'illustration de ce que c'était. Puis après, il y a eu des discussions qui ont lieu, et les robots eux-mêmes, ou les assistants des robots, les assistants humains, ont confirmé que ce soir-là, les robots étaient assistés par de l'aide, j'allais dire humanoïde, mais de l'aide humaine. Et donc, ça veut dire qu'on vient de se faire encore le coup de, tu sais, en 2021, quand il y avait un gymnaste qui s'était présenté sur une scène habillé comme un Optimus, là, Oui. ben, on n'est pas loin de ça. Au début, on y avait un peu cru, mais pas longtemps. Ouais, Mais exactement. c'est vrai que d'un côté, c'est énervant parce qu'on a l'impression de s'être fait avoir. Et d'un autre côté, bon, ben voilà, la défense de Musk et de Tesla, ça peut être de dire oui, mais c'est notre vision, c'est ce vers quoi on va aller. On triche un petit peu pour la démonstration, mais malgré tout, ça arrivera un jour ou l'autre. Ouais, puis moi, c'est comme ça que je le prends. Puis quand tu écoutes Elon Musk, il parle de 2026. Il parle pas de l'an prochain. Voilà, C'est encore une année et demie, là. exactement. Mais en même temps, c'est un peu se moquer du monde, c'est vrai. C'est un peu énervant. Et en plus, il y a des gens qui tombent dans le panneau. C'est-à-dire que tu vois Oui. sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui pensaient que effectivement, ben voilà, il y avait un robot totalement autonome, capable de servir des drinks à moins de 30 000 € et qu'on allait pouvoir acheter dans quelques années. Bon, ben non, il y a encore quelques barrières à franchir, visiblement. Ben, mais il faut faire attention. Si on veut utiliser l'Optimus, parce qu'il existe déjà dans des bars à Tout à travers le fait. monde, des petits robots serveurs. Il y en a à Las Vegas. Mais en puis général, il n'y a que le bras. Il y a deux Oui, bras, exactement. mais Ouais. un humanoïde complet, c'est rare. Et Ouais. Mais c'est ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que quand la semaine dernière, j'étais à Nashville pour la présentation d'Amazon, je parlais avec un ingénieur qui s'occupait des robots et c'était le constat. On a énormément encore aujourd'hui de difficultés à créer un robot humanoïde, donc qui ressemble à un humain, mais on n'a tellement pas de problème à créer un bras, une tête, une jambe, qui servent essentiellement à faire ce qu'on a besoin d'eux et pas d'avoir l'apparence humaine pour que ça soit plus agréable dans notre décor. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, Elon Musk, surtout les ingénieurs d'Elon Musk, c'est un peu ça que le défi qu'ils ont, c'est d'arriver à ça. Mais parallèlement, en Chine, il y a des gens qui sont en train de faire ouais. ça. Et on en parle peu, mais ils sont quand même là. Mais tu as vu, Tesla a posté une vidéo quelques jours après, où on voit le robot qui se promène dans Dans un le bureau. entrepôt, dans le bureau, Ouais, pour dire mais si, on sait faire des choses tout seul, je sais marcher, etc. ouais. Mais bon, tu te souviens de la fameuse vidéo, ça date de quelques mois, où on voyait Optimus plier du linge. Ben, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une main humaine qui Ouais, était là pour l'aider. exactement. Ah, c'est pour te dire. Bon. Bon, Ben écoute, Jérôme, Bruno, je veux merci pas te d'avoir retenir. parlé. Ben, je me suis forcé parce que d'habitude, j'aime t'entendre, mais là, bon, j'ai fait ma part. De quoi parles-tu cette semaine dans mon carnet?
Ah ben écoute, cette semaine, je parle avec les créateurs de Antidote. Est-ce que ça dit quelque chose, toi, le Oui, correcteur c'est très linguistique? connu en France. Bon, ben tu vois, C'est Antidote canadien, maintenant, ça c'est fait. québécois. Oui, c'est québécois. Ça fait 30 ans que ça existe et cette semaine, ils lancent Antidote 12. Et bonne nouvelle, ben, ils ont été à fond avec l'intelligence artificielle, qu'ils ont rajouté. Ils ont rajouté une couche. Et là, donc, ils font ce que Antidote fait depuis très longtemps, mais bonifié avec l'intelligence artificielle, c'est assez canon comme produit. Comme je l'ai testé, ça fait quelques jours que je le teste, là. Donc c'est un dictionnaire, hein. Ah, c'est plus que ça, c'est un correcteur linguistique et Oui. et même et même maintenant, tu as une fonctionnalité, un peu, tu sais, comme avec nos téléphones où il y a un autocorrecteur, ben, tu peux avoir cette fonctionnalité-là qui est branchée sur, Antidote 12 et donc en temps réel, il est là en train de t'assister, puis ça fonctionne plus qu'un mieux qu'un correcteur d'Apple, là, ou d'Android. Alors ça, c'est un truc. Sinon, le gouvernement du Québec a publié un avis sur l'impact environnemental des technologies numériques. Fort intéressant. J'ai parlé avec le président de la commission qui a signé ça. Et puis, on va parler avec un nouveau collaborateur de mon carnet. Je sais que tu le connais. Il y a bien des gens qui le connaissent. Je parle de Stéphane Berthomet, le podcastologue lui-même, Ouais. qui avait cessé de faire son podcast. Ben, je lui ai offert de venir faire un passage aux 2 semaines chez nous pour nous parler de la podcastosphère. Et il est là. Puis on va parler entre autres d'un sondage français qui vient d'être publié, un sondage CSA sur l'écoute du podcast en France. Très intéressant. Il y a des chiffres intéressants là-dedans. Ouais. Alors voilà, ça ressemble au menu de cette semaine. Super. Merci beaucoup, Bruno. Je te dis à la semaine prochaine. J'espère que je Allez. serai redevenu normal. Ouais, mais en attendant, je pense, essaye donc de signer un contrat de disque. Je pense qu'il y a peut-être Ouais. du potentiel pour toi. Maintenant que Johnny est plus là. Je vais tenter le coup. Je vais envoyer une maquette. Allumez le feu. Allez, Il est plutôt éteint, le feu, là. ben, la voix est éteinte, mais le feu, il est là. Salut, Ciao. Jérôme. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de la semaine de Monde numérique. Vous souvenez-vous de Zoom, cette appli de visioconférence qui a connu son heure de gloire au moment du confinement Covid? On en parle moins qu'avant, mais Zoom continue d'innover et présenter récemment des nouveautés. On en parlera avec ma consoeur Isabelle Szczepanski qui s'est rendue à l'événement Zoomtopia en Californie. On va parler aussi de l'intelligence artificielle au service de l'enseignement avec la start-up Knowledge. Mais avant cela, on parle de l'IA dans les PC avec le PDG de HP France. Heureusement, les interviews qui vont suivre ont été réalisées avant que je ne perde ma voix. Elles sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en version complète en épisodes séparés la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Cédric Couta. Bonjour. Vous êtes PDG de HP France. Merci de m'accueillir ici au siège de HP France en région parisienne. Et ravi de vous recevoir dans Monde numérique pour cette interview en partenariat avec HP. Alors, le grand public vous connaît pour les imprimantes, mais il y a aussi bien sûr les ordinateurs. La grande tendance en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce mouvement ? Alors déjà, je pense qu'il faut, il faut revenir sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. On en parle maintenant. Il faut comprendre que ça existe depuis très 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 longtemps. Et c'est vrai que c'est avec ChatGPT qui a vraiment, j'ai envie de dire, vulgarisé Oui, qui a l'IA, mais fait en sorte démocratisé. qu'a démocratisé l'IA. L'IA, ça va juste donner une dynamique à notre marché, une dynamique qu'on n'a pas eue dans notre secteur depuis très 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 longtemps. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et ça a un potentiel business assez énorme. On parle de 4 milliards de dollars par an d'après une étude McKinsey. Et ça va permettre de combler les fossés qu'il y a aujourd'hui entre les attentes des salariés et les besoins des entreprises. De quelle manière ? On a fait un index qui s'appelle le HP Work Relationship Index, qui est en gros une étude faite dans le monde entier, pas chez HP, mais dans le monde entier sur 15 000 personnes, pour essayer de comprendre comment ils se sentent par rapport à leur travail. Et ça montre que seulement 28% disent avoir une bonne relation avec leur travail. Ah oui. 28% pas dans le beaucoup. monde,
C'est très peu. 28% dans le monde, 21% en France. Ça va au-delà de la technologie. Il y a des tas de critères, de conditions. Donc ça va au-delà de la technologie. Maintenant, la technologie rentre dedans parce que dans les choses qui font que les gens ne se sentent pas bien au travail, c'est aussi la technologie. C'est aussi comment est-ce que je fais pour participer à une réunion. Quand on est 5 en présentiel et qu'il y a 3 personnes en distanciel, si les 3 personnes en distanciel ne peuvent pas parler correctement, on ne les entend pas Ouais. correctement, Tu on ne les m'entends, je voit pas t'entends, non, correctement. je t'entends pas. Exactement. Et en fait, au bout d'un moment, on remarque que les gens se taisent parce qu'ils se disent, bah, j'ai essayé de participer, mais l'équipement que j'ai me permet pas de participer correctement et de donner mon avis. Du coup, je suis moins entendu. Bon, bah, ça sert à rien, je vais plus parler. Donc, on n'aide pas l'épanouissement des employés avec une technologie qui fonctionne pas. On voit que les employés recherchent davantage de personnalisation et l'IA va aider à ça. Ils veulent un environnement de travail qui soit plus adapté à leurs besoins. L'IA va les aider à décharger des tâches fastidieuses. Ça va leur permettre de passer sur des tâches plus intéressantes, ça va leur permettre de gagner du temps, ça va leur permettre de faciliter leur vie professionnelle. On a des solutions d'intelligence artificielle qui existent déjà avec Microsoft qui a sorti Copilot par exemple. On est un utilisateur de Copilot aujourd'hui à l'intérieur d'HP et on voit qu'effectivement ça améliore énormément des tâches qui peuvent être fastidieuses. Vous arrivez en retard à une réunion, ça peut arriver, il faut pas le faire mais ça arrive. Quand vous rentrez dans le meeting avec Teams, Teams va vous dire automatiquement, vous venez de rater 7 minutes de la réunion, est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit résumé de ce qui s'est passé dans les 7 minutes qui viennent de se passer? Et du coup, on peut considérer que c'est rien du tout comme apport. En fait, c'est un apport énorme parce que ça nous permet très rapidement d'être au courant de ce qui vient de se passer dans ce que l'on a raté. Si on a raté la réunion en entier, on est capable d'avoir un résumé très très fiable de ce qui s'est passé durant la réunion. Donc, il y a déjà beaucoup de proof points que l'IA fonctionne réellement et nous aide dans notre tâche au jour le jour. Où en est vraiment l'adoption de ces technologies? Là où on pourrait penser que l'on est en retard ou que les Français ont du mal à aller vers les nouvelles technologies, mais en fait sur l'IA, l'année dernière, il y a 33% des knowledge workers qui utilisaient l'intelligence artificielle en France. Donc les knowledge Au- workers, c'est quoi les travailleurs, Les cols blancs, les cols blancs. Voilà, c'est les cols ça, blancs, hein. les cols blancs, pardon, les cols blancs. Donc c'était 33% l'année dernière, c'est 53% en 2024. Donc on voit qu'il y a vraiment eu une adoption de l'intelligence artificielle pour tous ces cols blancs, pour tous les gens qui utilisaient déjà la technologie aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui va changer la vie, qui va changer la façon dont on va travailler et même la façon dont on va approcher le travail. Maintenant, c'est un énorme changement. Ça veut dire aussi qu'il y aura un rôle extrêmement important des managers pour faire en sorte qu'ils éduquent, et des entreprises, pour faire en sorte qu'ils éduquent leurs salariés et qu'ils leur donnent l'opportunité aussi d'avoir le matériel adéquat pour vraiment utiliser au mieux l'IA. Alors, beaucoup de constructeurs sortent ce qu'on appelle des PCIA, c'est-à-dire des ordinateurs taillés pour l'intelligence artificielle. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est plus de puissance, c'est ça? Oui et non. Ça va vous donner plus de puissance, mais pour la simple et bonne raison que si vous reprenez la façon dont un ordinateur fonctionne, historiquement, un ordinateur, il avait un processeur. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de graphismes supplémentaires et du coup, on a rajouté une carte graphique ou une GPU. On a rajouté une GPU. Donc on rajoute un deuxième petit processeur quelque part qui va gérer toutes les interfaces graphiques avec la carte graphique justement. Maintenant, on rajoute un NPU, Neural Processing Unit, qui va permettre de gérer toutes les tâches d'intelligence artificielle. Donc c'est un PC normal, on va dire, sur lequel on a rajouté une puce qui s'appelle cette NPU, qui va permettre d'optimiser toute l'intelligence artificielle. Et ça va permettre d'optimiser la batterie, ça va permettre d'optimiser les performances aussi, parce que du coup, votre processeur va être utilisé vraiment pour les tâches de processing. Par contre, pour tout ce qui est intelligence artificielle, ça sera fait sur cette petite puce séparée. Et quand on regarde l'IA ou quand on regarde les tâches qui vont être faites sur ces NPU, si vous êtes dans un vidéo call avec soit Teams, soit Zoom, soit Google Meet, soit n'importe quel système, vous allez la plupart du temps flouter votre background ou mettre une image derrière vous pour être sûr qu'on ne voit pas chez vous quand vous êtes chez vous. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est des tâches qui vont maintenant être faites sur ce NPU et qui vont permettre de garder la performance du PC et qui vont également permettre d'économiser la batterie du PC. Là, le PC que j'utilise maintenant au jour le jour, c'est le 1040G11, qui est un PC qu'on a sorti il y a quelques mois, qui a une NPU et ça me permet aujourd'hui d'avoir sans aucun problème une journée de batterie et de travailler comme je travaillais avant, sauf que l'intelligence artificielle est là, elle fait tout un tas de tâches pour moi
et pour autant, j'arrive à avoir sans aucun problème une journée de batterie, voire plus d'une journée de batterie. Donc ça révolutionne aussi l'expérience que je vais pouvoir avoir moi-même avec mon PC, qui devient quelque part un assistant personnel plus qu'un PC. Ça permet de faire de plus en plus de traitements logiciels localement dans l'ordinateur au lieu de tout envoyer dans le cloud. Alors, il y a plusieurs vues sur l'IA. Nous, on a une vue sur le fait qu'il est extrêmement important d'avoir l'IA, ce qu'on appelle on the edge, sur le PC. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir une réponse instantanée. On n'a pas besoin d'avoir une connexion en permanence. C'est plus sécurisé au niveau des données également, puisqu'il n'y a pas il y a pas les interactions avec le cloud. Et également, ça réduit les coûts d'infrastructure et ça réduit la consommation énergétique. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on est vraiment pour l'intelligence artificielle depuis le PC on the edge plutôt que dans le cloud. Ça veut dire qu'avec un PC d'ancienne génération, on ne peut pas faire tout ça aujourd'hui. On peut. On peut, mais Donc, on a la capacité aujourd'hui d'utiliser Copilot si on veut sur un PC d'ancienne génération. On a la possibilité de flouter les écrans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'IA, on en parle beaucoup maintenant. Quand on a mis en place des technologies d'annulation des bruits quand vous êtes en call, pour faire en sorte que si jamais vous froissez un papier ou si jamais vous avez vos enfants qui font du bruit autour de vous, un chien qui aboie, par défaut, avec notre noise cancelling system, on était capable d'annuler ces bruits-là. En fait, on disait, c'est des bruits qui ne servent à rien dans l'interaction que l'utilisateur est en train d'avoir, donc on les annule. Ça, c'était de l'intelligence artificielle. On le disait pas, mais c'était de l'intelligence artificielle et ça tournait sur un PC standard. Donc, avec un PC standard, on peut continuer à l'utiliser normalement et on peut également avoir des tâches d'intelligence artificielle. Mais ça va consommer beaucoup plus de batterie parce qu'il n'y a pas cette petite NPU et ça va également impacter la performance du PC parce que toutes les tâches d'intelligence artificielle vont être faites sur le même processeur que le reste des tâches que vous avez sur votre PC. Mais on peut tout à fait le faire. Maintenant, quand on regarde les PC qui arrivent, donc on avait des PC, le 1040G11 dont je vous parlais tout à l'heure, il est faible en termes de TOPS. Alors le TOPS, c'est une nouvelle mesure qu'on doit apprendre, c'est Trillion Operations per Second. Donc combien votre équipement va être capable de faire d'opérations en une seconde. Et on a démarré avec 12 TOPS. Dans les nouveaux PC que l'on introduit et qui vont arriver au courant du mois de novembre, avec HP, vous serez capable de montrer à 55 TOPS. Donc on est capable d'avoir une performance extrême sur cette partie-là. Donc même à l'intérieur de l'IA, quand on dit on a des PC IA, on aura des PC IA avec des performances différentes, aussi en fonction des usages que chaque utilisateur va avoir. Vous l'avez dit, côté constructeur, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet, on va dire, de maintenir le marché et de continuer en fait à monter en puissance. Hein, ça justifie la montée en puissance. Du côté du consommateur, ça donne quoi? Est-ce que ça fait des PC plus chers ou ça fait des PC plus puissants au même prix? Alors ça, c'était une grosse question en disant oui, mais vous allez rajouter un NPU, vous allez rajouter une petite chipset et du coup, forcément, ça va coûter beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, il faut faire attention parce que les premiers PC qu'on a mis sur le marché, forcément, on a démarré par les hauts de gamme. Donc, les premiers PC sont assez élevés en termes de prix. On va parler de 1500, 1600 euros. Donc, ce sont des PC haut de gamme, mais c'est normal parce que les nouvelles technologies arrivent d'abord sur les PC haut de gamme avant ensuite de redescendre en gamme. Le coût additionnel est pas énorme pour le consommateur par rapport à ce qu'il va être capable de récupérer en termes d'expérience qui est bien meilleure que celle qu'il peut avoir avec un PC qui n'est pas IA. Maintenant, encore une fois, c'est le démarrage. Aujourd'hui, on a, et pas que HP, tout le monde a lancé une première vague qui a démarré juste avant l'été. Les ventes sont relativement faibles, notamment sur le marché grand public. Et on va avoir j'ai envie de dire les Intel, AMD historiques qui eux les produits arrivent plutôt maintenant jusqu'à la fin de l'année. Et là, on pense qu'il va y avoir une adoption un peu plus grande que celle qu'il y a eu jusqu'à présent. Ça va être le PC de Noël par... Ça peut être le PC de Noël sur toute la partie grand public, ça va être le PC de Noël sur toutes les entreprises aussi, parce que maintenant le but c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises aussi s'équipent avec ces PC-là, parce qu'il y a des usages qui sont tellement importants pour l'utilisateur qui font que les entreprises vont bénéficier
de l'intelligence artificielle. Rien que si je reviens sur le Work Relationship Index, un des problèmes que les employés remontaient, c'est le fait de ne pas être vus et entendus correctement quand ils sont en mode hybride, quand ils sont chez eux alors que d'autres personnes sont en réunion. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'optimiser ça, faire en sorte que une personne qui soit chez elle en distanciel ou bien dans les bureaux ait le même type d'expérience d'un point de vue expérience de collaboration dans les réunions grâce à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Cédric Coutard, Merci à vous. PDG de HP France. Alors bonjour Isabelle Czepanski, Bonjour Jérôme. journaliste spécialisée aux médias électrons libres. Et donc tu es allé assister à cet événement organisé par Zoom, ce qui s'appelle le Zoomtopia, je crois, c'est ça, hein? C'est ça, c'est Voilà. bien Zoomtopia. Bon, dis-moi, Zoom, on le connaissait beaucoup au moment du Covid, mais on a l'impression que, je sais pas, pour le grand public, c'est un peu tombé dans les oubliettes aujourd'hui, Zoom. Qu'est-ce que ça devient, cette boîte? Écoute, Zoom, c'est vrai qu'il y a eu un vrai enthousiasme populaire, on va dire, au moment du Covid. Mais la boîte est essentiellement en fait une boîte qui fait du B2B, c'est-à-dire qui vend des produits à d'autres entreprises. Et c'est vrai que eux-mêmes, je pense, étaient surpris par leur popularité au moment du Covid avec leurs produits gratuits. Parce qu'il faut se rappeler qu'au moment du Covid, c'est avec leur outil qui est utilisé aussi par des entreprises, mais en version gratuite, qu'il était surtout utilisé par toi, par moi. McKinsey, par exemple, faisait ses séances pendant la crise sanitaire sur Zoom, mais avec l'application gratuite. Oui, les écoles Donc aussi. voilà, exactement. Donc effectivement, ils ont eu une vraie explosion populaire qui leur a aussi causé quelques difficultés parce que ils ont été un peu accusés de mal utiliser les données de leurs utilisateurs. Ils ont débunké tout ça après. Ils y sont revenus et ils sont devenus totalement vertueux sur la question. Mais c'est vrai que leur succès populaire auprès du grand public, c'était un peu inattendu. Même si ça, moi je trouve que ça reste encore, hein. Quand tu parles avec monsieur et madame tout le monde, souvent quand ils font encore des réunions vidéo, ils disent on se fait un Zoom, même Ouais, s'ils c'est vrai, n'utilisent pas Zoom. c'est vrai. Donc c'est vraiment rentré quand même dans le langage courant. Et c'est vrai qu'alors l'explosion, elle est très factuelle, hein. L'explosion populaire de leurs produits gratuits, j'ai des chiffres pour toi, en 2020, c'est 39 fois plus de téléchargements en France la semaine du 22 mars. Alors le 22 mars, c'était le début du Du confinement. confinement. Et ça, c'est les chiffres français. Voilà, c'est quand même assez énorme comme explosion. Mais la boîte, alors si elle a quand même explosé hein, avec la crise sanitaire aussi auprès de ses clients entreprises, elle existait déjà, elle était déjà quand même, c'était déjà une vraie boîte auparavant. Elle a été créée en 2011 Par un ancien de par Cisco, hein, c'est ça? c'est ça, Eric Yuan, un ancien ingénieur de Cisco, qui voulait en fait un peu dématérialiser la réunion vidéo. Parce que Cisco et Webex, hein, ce sont des outils qui sont vraiment formidables, hein. Il faut pas non plus cracher sur eux. Au contraire, ils font des super outils. Mais ils ont besoin de matériel. L'organisation d'une réunion sur Webex et sur Cisco, c'est très sécurisé, mais en même temps, c'est très complexe. Et Eric Yuan voulait davantage faire quelque chose de basé sur le logiciel, en fait. C'était ça son idée de base. Et là-dessus, il a pas mal réussi. Alors, pour te donner une idée de Zoom, de l'évolution de Zoom en nombre d'employés, ça continue, ça stagne un peu maintenant, mais ça continue d'évoluer quand même parce que en janvier 2019, ils étaient moins de 2000. En janvier 2023, ils étaient presque 8600 employés. Et aujourd'hui, ils restent focalisés sur les entreprises ou ils s'intéressent encore au grand public? Alors, ils ne laissent pas tomber leurs produits grand public. Les téléchargements continuent de croître hein, de la version gratuite. Donc, ils continuent de servir ce côté-là de
euh, de leurs utilisateurs qui ne sont pas véritablement des clients. Alors, ils se sont diversifiés. Du côté payant de Zoom, si tu veux avoir des réunions de plus d'une demi-heure, si tu veux pouvoir utiliser leurs outils d'intelligence artificielle qu'ils ont beaucoup développés ces derniers temps, si tu veux utiliser leurs outils de productivité aussi, ça devient évidemment c'est payant. Ils ont toutes sortes d'outils de discussion en ligne, ils ont aussi un centre d'appel aussi bien en ligne que téléphonique. Ils appellent ça un centre de contact. Tout ça est évidemment payant. Et parmi ces nouveautés, il y a des choses qui t'ont tapé dans l'œil? Alors, parmi les nouveautés, il y a véritablement, alors ils ont lancé l'an dernier ce qu'ils appellent le compagnon IA de Zoom, qui était un début d'outils de productivité IA. Et là, ils lui ont vraiment donné une dimension d'assistant virtuel. Donc c'était surtout les annonces étaient surtout autour de ça. L'assistant virtuel de Zoom, en fait, on peut le relier et l'utiliser aussi bien quand on utilise les meetings en ligne, donc les réunions en ligne de Zoom, mais on peut aussi l'utiliser en le nourrissant de ses propres documents, des documents de l'entreprise, d'autres IA d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont une vision, ils ont leur propre IA générative, Zoom, mais ils ont aussi fédéré des outils comme Perplexity, comme Ah oui. ChatGPT, et ils mettent tout ensemble. Je vais l'essayer parce qu'on m'a affirmé que ça me permettrait de faire une chose que je fais souvent à la main encore aujourd'hui, c'est de résumer les commissions parlementaires du Parlement européen, figure-toi, qui est un énorme boulot, et ils m'ont expliqué comment je pouvais le faire en utilisant le compagnon IA de Zoom. Donc ça permet de résumer les documents, ça permet de résumer des réunions. C'est un concurrent de Copilot, quoi, Copilot de Microsoft. Alors exactement, et évidemment, il se compare d'ailleurs à Copilot, c'est tout à fait ça. Merci Isabelle. Et on va écouter justement une interview que tu as réalisée de Smita Hashim, qui est responsable produit chez Zoom. Et elle nous parle notamment du télétravail. Le télétravail qui est en perte de vitesse dans les entreprises, mais pas chez Zoom, puisque quand on fait de la visio, évidemment, il est logique de pratiquer largement le télétravail. De nos employés travaillent à distance. Nous avons des talents exceptionnels que nous recrutons partout. Nos employés qui vivent dans un certain rayon d'une certaine distance d'un bureau, nous les encourageons à venir au bureau 2 jours par semaine. Et nous restons flexibles, mais nous voulons qu'ils viennent, car beaucoup de nos clients viennent quelques jours par semaine et nous souhaitons qu'ils viennent et utilisent nos produits. Ils veulent utiliser les salles de conférence et le directeur intelligent de salle de conférence qui peut aider à segmenter les gens. Ou encore, nous avons Bureau offre également un moyen pour nos employés de venir et d'utiliser nos produits. Nous voulons que nos employés s'engagent. Et vous savez, nous offrons un excellent déjeuner, donc il y a ça aussi. Mais nous pensons à la flexibilité. Nous offrons un excellent déjeuner, donc il y a ça aussi. Mais nous pensons à la flexibilité. Nous croyons à la flexibilité et au choix, mais nous voulons également utiliser tous nos outils. Et ma dernière question. AI Companion il y a 1 an, et cela a très bien fonctionné. Les gens adorent nos résumés de réunions. Question de réunion. Nous avons Génération Viber, nous l'avons dans les événements téléphoniques. ZoomDoc est un produit axé sur l'intelligence artificielle. Nous avons lancé tout cela, mais nous annonçons AI Companion 2.0, qui va fonctionner sur toute la Zoom Workplace. Cela va être contextuel, donc si vous regardez un chat ou un document ou une réunion, il pourra vous en dire plus. Vous pourrez agir dessus. Il pourra synthétiser vos données. Comme nous, êtres humains, essayons de dire « Oh, qu'est-ce qui a été dit dans ce chat, cette réunion, ce document ?» Il pourra synthétiser tout cela pour vous. Il pourra aller sur le web, obtenir des informations. Donc, nous annonçons AI Companion 2.0, inclut sans coût supplémentaire. Nous annonçons également un complément AI Companion personnalisé que vous pouvez acheter pour Zoom Workplace.
Avec cela, vous pouvez vous connecter à vos applications tierces préférées que vous utilisez ou à des sources de données pour faire plus de personnalisation, comme avec un coach personnel. Coachy, c'est pourquoi nous annonçons ces deux produits majeurs que nous présentons pour Zoom Workplace. Nous annonçons également des expansions de notre centre de contact Zoom. Nous y apportons plus de capacités d'experts en intelligence artificielle. Notre agent virtuel Zoom devient beaucoup plus populaire, plus intelligent en pouvant détecter plusieurs questions lorsqu'un utilisateur lui parle. Nous annonçons également une expansion pour les travailleurs de première ligne, ainsi que des expansions. Thank you so much, Meta, for this interview. Thank you, my pleasure. Bonjour Nejma Beldim. Bonjour Léo. Vous dirigez la startup Knowledge. Ça s'écrit N-O-L-E-J. On comprend qu'il y a un jeu de mots entre knowledge en anglais. C'est ça? Absolument, Voilà. absolument. C'est une start-up française donc spécialisée dans l'IA générative au service des enseignants. Vous êtes ce qu'on appelle une EdTech, une start-up tech dédiée à l'éducation. Vous avez reçu plusieurs prix. Et alors vous utilisez l'IA, si j'ai bien compris, pour aider les enseignants à créer, à fabriquer leurs cours, c'est ça? C'est exactement ça. Ce qu'on permet de faire très concrètement, c'est de transformer des ressources existantes. Donc là, on peut partir par exemple d'un PDF, on peut aussi partir d'une vidéo ou même d'un podcast. On pourrait prendre cette vidéo par exemple et se dire, on va transformer ça en quiz, en flashcard, en résumé, une vidéo interactive. Donc ce qu'on permet de faire, c'est d'accélérer la conception pédagogique pour les enseignants. Quel type d'enseignant? Ça s'adresse à quel professionnel? Alors aujourd'hui, on s'adresse à des enseignants qui sont au lycée, qui sont aussi au collège, mais on a aussi des enseignants de l'enseignement supérieur, des formateurs dans les centres de formation ou les business schools. Donc c'est toute personne qui détient finalement une expertise et on va essayer de capturer cette expertise et la rendre engageante à travers des activités pédagogiques. Mmh. Donc vraiment, vous essayez d'attraper cette révolution de l'intelligence artificielle et de l'appliquer à l'éducation, parce qu'on sent bien, depuis que ChatGPT est arrivé, qu'il y a quelque chose à faire en matière d'éducation, mais on sait aussi que les professionnels peuvent être un peu déroutés par rapport à tout ça. Absolument. Et puis, peut-être un élément de contexte qui est important, c'est qu'on a commencé chez Knowledge à travailler sur de l'IA générative bien avant l'ouverture au grand public de ChatGPT. On a commencé il y a 5 ans et on avait développé nos propres modèles d'IA. Et à cette époque, c'était assez compliqué de développer ses propres modèles parce qu'il fallait des espèces de moteurs hyper puissants pour atteindre une performance qui soit à la hauteur en termes de conception. Mais on a appris quelque chose d'essentiel à ce moment-là, c'est que quand on garde pas l'humain dans la boucle, c'est-à-dire que quand on est sur une automatisation qui est purement rattachée à l'IA, l'acceptation est compliquée. Et on a fait ce choix justement de se dire, on va garder l'humain dans la boucle, on laisse pas l'IA gérer toute la conception, l'humain reste dans la boucle, et c'est cet élément-là qui va permettre une acceptation, une adoption qui est très forte. Et ça veut dire quoi, Et en fait, concrètement, laisser l'humain dans la boucle? alors à l'époque, on avait une application et en fait, en partant d'un article, automatiquement, c'était je génère des activités et puis on avait un quiz et un résumé. Je ne pouvais pas, en tant qu'experte, corriger ce qu'avait généré l'IA. Aujourd'hui, Oui. je peux guider l'IA et je peux surtout absolument tout modifier, puis lui dire je veux que tu me génères ce quiz-là pour des élèves en 6e et non pas pour des élèves allophones qui ne maîtrisent pas forcément correctement la langue française. Et on va pouvoir tout modifier. Et cet élément de contrôle et d'autonomie, c'est ce qui a permis d'amener cette acceptation. On imagine que les profs ne veulent pas se sentir totalement dépossédés et qui... Exactement, otage de l'IA, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est ça qui, finalement, ils veulent pas d'une solution parfaite. Ils veulent d'une solution qui les inspire, qui amène de la créativité et qui les soutienne. Et il faut leur laisser cet espace, en fait, pour apporter leurs pattes. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Qu'est-ce que ça apporte aux cours et surtout aux destinataires, aux apprenants, Ouais. aux élèves, etc.? Alors, aux élèves, on utilise en fait un format qui a été testé dans la recherche. Et on amène énormément de rétention. Donc, on a des études qui prouvent qu'on amène plus de 80% de rétention. Donc, concrètement, les élèves mémorisent beaucoup mieux. On a mené des tests également, ils ont de meilleures notes. Et en fait, les élèves se mettent dans un but de performance. On aimerait qu'ils soient dans un but d'apprentissage, mais la réalité, c'est qu'ils veulent une super note à la fin de l'année. Et donc, et pouvoir se tester, être dans cet apprentissage formatif, c'est ce que ça leur permet. Et ça permet de l'engagement.
Donc ces activités-là, elles sont hyper puissantes pour ces élèves qui aussi, souvent, on n'est pas sur des classes qui sont homogènes. Donc j'ai des élèves qui sont plus avancés que d'autres et il faut pouvoir embarquer tout le monde. L'automatisation que permet l'IA permet de gagner du temps. Et ce gain de temps permet aussi de personnaliser les activités en fonction des besoins, mais aussi de scénariser. Et cette scénarisation pédagogique, elle est essentielle. Par exemple, un prof de maths dans un collège, quel intérêt il aurait à utiliser une solution comme ça? Alors un professeur de maths, on pourrait se dire, je reprends l'exemple des groupes, des classes avec des niveaux hétérogènes. Il va pouvoir sélectionner un cours pour des élèves un peu plus avancés et générer des activités en l'espace de 10 minutes, 10 minutes, partager ces activités-là à ce groupe d'élèves qui est plus avancé et prendre un autre contenu adapté au niveau des élèves qui sont plus en difficulté et prendre peut-être plus le temps et leur partager ces activités-là. Donc ça va lui permettre d'anticiper, l'anticipation est extrêmement importante, de pouvoir planifier et surtout de mettre en place de façon très concrète de la différenciation pédagogique en dehors de la classe, mais aussi en classe. Et puis, ce qu'on a aussi, c'est un outil IA qui est digital, mais on permet d'imprimer tout simplement. Donc on a des enseignants qui impriment les flashcards et qui mettent en place des ateliers entre pairs en classe. Et donc, ils s'interrogent comme ça avec les flashcards, ils jouent ensemble. Et ça permet de créer une bonne dynamique de travail avec de l'apprentissage entre pairs. Donc, on n'est pas sur du numérique à tout prix, absolument. Absolument pas. Et c'est ça aussi qui embarque les enseignants dans l'éducation. En fait, c'est pas tellement l'enseignant qui est concurrencé, c'est plutôt le manuel scolaire, parce que c'est un outil qui réinvente le manuel scolaire. C'est juste, c'est juste. Ça permet de créer des exercices, de créer vous l'avez dit, des quiz, des choses comme ça, etc. Oui. Et puis on a un positionnement qui est complètement différent. Jusqu'à présent, quand on parle d'adaptive learning, c'est l'IA qui fait l'adaptive learning. C'est l'IA qui décide, OK, c'est cet exercice maintenant à cet élève. Et puis avec Knowledge, on se dit, non, l'enseignant connaît ses élèves et c'est lui qui va adapter et qui va mettre en place cet adaptive learning. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'enseignant n'est pas du tout concurrencé par l'IA, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous avez mesuré les bénéfices d'une telle technologie? Oui. On mène des travaux avec l'université Paris-Nanterre. En fait, je viens du monde de la recherche. J'avais commencé un projet de thèse que j'ai arrêté pour développer Knowledge, mais je continue la recherche. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une satisfaction améliorée grâce aux activités générées, mais surtout, il y a aussi de la confiance. Et ça, on néglige souvent le sentiment de confiance et le sentiment d'efficacité, tant pour les élèves que pour les enseignants. Les enseignants sont en surcharge. Ils ont besoin aussi de retrouver le sens dans leur métier, de retrouver cette belle relation qu'ils avaient avec leurs élèves. Et avoir des élèves qui vous disent on en veut encore, c'est ça, je cite, ça leur apporte beaucoup de soutien et beaucoup, j'ai envie de dire de joie, mais c'est réellement ça, quoi. Ils sont excités, ils se disent c'est chouette, on est en train de refaire quelque chose de sympa, on peut faire encore des choses chouettes aujourd'hui en classe. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews en version intégrale. Monde numérique, c'est un épisode par jour, des interviews, des actus, des éditos et l'hebdo du samedi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et des petites étoiles à propos de ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Réagissez sur le site mondenumérique.info ou sur les réseaux sociaux. Soutenez Monde Numérique pour nous permettre de continuer cette aventure en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. On se retrouve samedi prochain, en principe, en chair et en os. Passez une bonne semaine pleine de tech. Salut!